Ok, alors ça, c'est la pensée unique, bobine numéro 3. On est Charlie Hebdo, le 8 mars, c'est la fête des femmes. Le 8 mars 2000. Entrevue avec Oncle Bernard. Et puis voilà, bon, les données techniques n'ont pas changé. Le tourne est toujours à moins 12 dB. Puis on commence, time code à 4h 7 minutes. Numéro de prod 70 293 293. Perche est à gauche, micro radio à droite. Bye. C'est bon, oui, vas-y. À venir 17, ça roule. Ça tourne. Alors, si tu peux tout simplement commencer par te présenter, ton nom, tes qualités. Alors, je suis Bernard Maris, dit Oncle Bernard, rédacteur en Charlie Hebdo et professeur d'université aussi, économiste de profession. Non, je sais pas, pour commencer, on peut peut-être, je sais pas si tu peux m'expliquer comment la pensée unique, pour employer ce terme-là, est relayée sur à peu près toutes les tribunes possibles et impossibles. Comment la pensée libérale... Alors, en France, il y a trois niveaux. Il y a le niveau ce qu'on peut appeler les savants, qui sont à peu près très homogènes, qui est le niveau universitaire où on enseigne l'économie libérale. Ensuite, il y a le niveau des experts. C'est tous les gens qui font du consulting, qui travaillent plus ou moins pour les boîtes, qui font de l'expertise pour les journaux aussi. Et puis il y a les journalistes. Donc il y a trois strates, si je puis dire, de diffusion de la pensée. Alors dans le niveau des savants, c'est homogène, mais il y a quand même quelques exceptions qui sont un peu dans des réserves d'Indiens, marginalisées, qu'on observe un peu comme des bêtes un peu curieuses dans des zoos, mais qui n'ont aucun impact sur la vie, sur la pensée, sur la vie politique. Ensuite, au niveau des experts, l'homogénéité est totale, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vraiment sont là pour expliquer les beautés et les bontés d'une économie très particulière. Et puis, il y a le niveau des journalistes qui, lui, est une espèce de caisse de résonance entre les deux, entre le niveau savant et le niveau expert, qui raconte aussi, à de rares exceptions, que le modèle néolibéral, le modèle du marché, le modèle de marché autorégulateur, de l'offre, de la demande, etc., c'est le modèle achevé qui nous convient, quoi. Voilà. Est-ce que tu pourrais donner des exemples de rhétorique? Je te lance deux mots comme Ouais, ça. La confiance et la transparence. Ouais. Ben, bon, par exemple, l'économie est fondée sur des concepts inquantifiables. C'est ça le paradoxe de l'économie. C'est une science quantitative qui utilise des concepts qui ne sont pas quantifiables. Par exemple, deux exemples très clairs, c'est la confiance et la transparence. On dira que l'économie ne peut fonctionner que s'il y a de la confiance. Mais malheureusement, la confiance est indéfinissable. C'est quelque chose d'impalpable. C'est un peu comme l'éther dans lequel on respire, ce qui fait qu'on a des atomes plus ou moins crochus avec les gens, ce qui fait que les affaires se font d'ailleurs. Si on n'a pas confiance avec quelqu'un, on ne fait pas d'affaires. Parfois, on a confiance à tort, mais c'est quelque chose de purement qualitatif. Il n'y a aucun aspect quantitatif sous la confiance. Et pourtant, ce qui est très curieux, c'est que cette espèce de pilier de l'économie, eh bien, est toujours sorti, toujours ressassé en disant, écoutez, quand la confiance reviendra, tout ira bien. Alors la confiance est une forme de la croyance, c'est-à-dire c'est une autre forme de la superstition, c'est une autre forme de la foi, d'ailleurs le terme foi dans le mot confiance, ce qui fait que ça trahit très vite la nature de l'économie, qui est un côté religieux. Il faut avoir confiance, quoi. Il faut avoir la foi dans ce qui se passe, sauf que c'est pas une foi dans l'au-delà, dans le paradis, c'est plutôt une foi dans ce qui se passe par terre. L'économie ne peut pas fonctionner dans la transparence, un peu comme les vampires, quoi. Dès qu'on les sort, ils meurent. Et là, l'économie a besoin d'opacité. Et il suffit de réfléchir un petit peu. Si on savait tout ce que font les autres, tout ce que vont faire les autres à tout moment, eh bien on serait bloqué. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui anticipent, qui fassent des projets qu'ils espèrent ne pas être connus par d'autres, qu'il faut qu'ils spéculent. Et la spéculation, c'est fait sur de l'opacité. S'il y a uniquement dans la transparence, si on sait ce qui va se passer exactement demain, je ne peux pas spéculer. Pour spéculer, il faut que j'ai une part d'incertitude. Or, l'économie, c'est à 98% de l'incertitude. Il y a quelques certitudes. On sait qu'il va y avoir 10 000 gens qui vont mourir sur la route l'année prochaine, ce qui fait que si je suis un assureur, je peux calculer des contrats. Mais le reste, ce qui va se passer, ce qui va être demandé, les fusions qu'il va y avoir, etc. Tout
Tout ça, c'est de l'opacité. Alors, non seulement l'opacité est là aussi une espèce d'éther dans lequel fonctionne l'économie, mais les entreprises organisent l'opacité. C'est-à-dire que la grande révolution de la mondialisation, c'est de sortir un certain nombre d'écritures qui autrefois étaient contrôlées un peu par les États, par les fiscs, par les trésors publics, et tout ça de les mettre dans des paradis, dans des endroits offshore, ou surtout de faire des comptabilités croisées dans les entreprises, de façon à ce qu'on organise l'opacité, de ce qu'on ne puisse plus regarder ce qui se passe, où va l'argent, d'où il sort, etc. Ça, c'est extrêmement important. Et pourtant, des gens comme Cam Dessus ou Trichet vont systématiquement appeler à plus de transparence et plus de confiance. Est-ce que tu peux expliquer un peu... Mais ça, c'est, si vous voulez, ça, si tu veux, c'est le... je sais pas, moi, c'est comme les voleurs qui appellent à l'honneur du milieu, ou c'est la mafia qui appelle à la vertu, ou les prêtres pédophiles qui appellent à la rigueur. Enfin, c'est exactement le même genre de choses. C'est-à-dire que plus on est plus ou moins conscient d'ailleurs qu'on est dans des choses opaques. C'est le cas de la Russie, qui est vraiment, on ne sait pas ce qu'il y a en Russie à 30 ou 40% près, quoi. C'est le cas du Fonds monétaire international lui-même, puisque Cam Dessus ne savait même pas combien il avait de réserves au Fonds monétaire international. C'est un sénateur américain qui lui avait fait remarquer un jour, mais vous ne savez même pas combien vous avez. Donc, je ne sais pas ce que j'ai chez moi, je ne sais pas ce qu'il y a ailleurs, donc, mais j'en rajoute en disant il faut de la confiance, il faut de la transparence, etc. Alors, il y a des petits coups de bluff du genre, on va publier l'indemnité qu'a reçu M. Eisner cette année, le PDG de Disney. Donc, plaf, on fait un grand coup de... Comme ça permet de dire, vous voyez, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, peut-être ça vous arrivera un jour, mais tout ça, c'est des tout petits bouts. Et tout le reste est caché, est opaque. Je ne sais pas où va l'argent que gagne Vivendi. Je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir, au moins pour 30-35%, peut-être plus. Je ne peux pas savoir comment est organisé le système, les pompes à finances de la Lyonnaise des Eaux, comment sont organisées les pompes à finances de la SOR en France. Si ce système était dévoilé, il ne fonctionnerait pas. Il ne peut pas fonctionner. Le capitalisme est obligé de fonctionner sur le risque, sur la spéculation, et pour ça il faut de l'incertitude, du hasard, des choses qu'on ne sait pas, de l'initié. Le type qui fait fortune en bourse, par exemple, c'est un type qui est initié. Si tout le monde savait ce qui va se passer demain en bourse, personne ne gagnerait. On se tiendrait tous comme ça, d'accord? Ok, hein? Donc il faut qu'il y ait des gens qui soient initiés. Alors, soit c'est des truqueurs, des voleurs, des fraudeurs, des hommes politiques qui disent bon là je vais filer une subvention à cette entreprise ou je vais privatiser cette entreprise dans 3 mois, donc allez-y les gars, achetez, etc. Ce qui se passe, d'ailleurs, ce qui se passe toujours. Ou alors il faut organiser l'information. Ça c'est autre chose aussi. Hein. Vas-y. Juste, il reste beaucoup de pellicule? Je pense pas. Parce que j'ai une bonne question. Regardez. 2 minutes. 2 minutes. Mais si tu veux, tu peux ajouter un truc là? Oui. Oui, on est. Un peu. Ça va. Ok, 18. Alors, toujours dans la rhétorique, je ne sais pas si tu peux expliquer un peu comment les statistiques servent à justifier à peu près n'importe quelle réalité. Prenons l'exemple du chômage en Grande-Bretagne. Oui, aux États-Unis. C'est-à-dire que. D'abord, il y a une euphémisation de la politique avec la statistique. Quand on commence à se battre sur les chiffres, on ne se bat pas sur le fond du problème. C'est-à-dire que je vais avoir un gars qui va me dire « Ah, c'est 8,9% le chômage. » Allez, non, c'est 7,6. Attention, en données corrigées des variations saisonnières, c'est 7,7. Mais non, je te dis que si je lisse mes séries sur 3 ou 4 mois, c'est 7,8. Bon, c'est fini, le débat est terminé. On a évacué le fond du problème. C'est qu'il y a une grande majorité de gens, des gens qui sont au chômage, qui souffrent, qui vivent mal, qui ceci, qui cela. Et en plus, les statistiques, bon, par exemple, il n'y a pas de chômage en Hollande parce qu'il y a des invalides du travail. Hein, il n'y a pas de chômage aux États-Unis parce qu'il y a 2% de la population qui est en prison. Les gens sont consultants aux États-Unis. C'est-à-dire que quand je pars au chômage, j'ai honte de me déclarer chômeur. Donc je suis consultant. Il y a une population de consultants aux États-Unis colossale. Bon, ou alors, aux États-Unis, je suis désespéré de chercher du travail beaucoup plus qu'en France, donc je ne me déclare pas sur les listes. Ou encore, je suis ce qu'on appelle walking poor, c'est-à-dire que c'est vrai, je suis un pauvre type, je suis encore à la retraite, mais je suis obligé de travailler parce que je n'ai pas assez. Donc, voilà. Et puis, je suis en dessous du seuil de pauvreté à 20% aux États-Unis, 5% en France. Donc, les statistiques du chômage, c'est des choses qui sont bricolables, transférables. En Angleterre, on les a changées, je crois, 17 fois en 20 ans, à peu près, le mode de calcul. Bon. En France, on l'a changé 2 fois, mais chaque fois, on a économisé 300 000 chômeurs. Donc, il y a vraiment toute une manipulation du statistique. Mais le plus grave, je crois, c'est de dire on parle de chiffres, on ne parle pas de la réalité. OK? C'est trop long, là? Ouais. Non, mais t'as repris une autre bobine. Bon.
le bonheur, par exemple. Voilà un vrai truc, la richesse, la valeur. On ne dit pas ce que c'est que la richesse, le bonheur, la valeur. On dit, cette année, la France est extraordinaire. On avait prévu qu'elle allait faire 3% de croissance, elle va faire 3,7% de croissance, ou 3,6% de croissance. Et tout le monde se focalise sur un truc qui est une abstraction totale, une statistique, sans savoir ce qu'il y a derrière. Le fait que les gens sont de plus en plus, en France, il y a de plus en plus d'accidents du travail, par exemple, où les Français sont harcelés. Il y a un phénomène, c'est pas le travail, c'est pas la fin du travail, c'est le travail sans fin. C'est-à-dire que désormais, le cadre, qui est pour moi l'imbécile le plus absolu de cette société, c'est le type, quand il arrive le week-end chez lui, il continue à consulter ses dossiers, il continue à regarder la télé en espérant qu'une émission va le faire progresser, entre guillemets, dans un domaine qui le concerne, etc. Il n'arrête jamais, il ne peut plus débrancher. On ne peut plus prendre le train maintenant sans avoir des types qui téléphonent partout, qui tapent sur leurs petits ordinateurs. Il ne peut plus débrancher. Donc c'est vraiment le travail sans fin. Et on dira, tac, 3,5%, bonheur. Ah, bonheur. 19. Qu'est-ce qu'il fait avec ces trucs là? Il fait du camping. C'est son camping là-bas. Ouais. Là, il sort la pellicule du Ah magasin ouais, et il met un autre. Alors attends, mais qu'est-ce que c'est cette caméra? C'est un vieux machin, c'est du film, c'est du cinéma ça. Ouais, c'est du cinéma. C'est pas de la télé ça. Non, c'est pas vieux. Hein? C'est pas vieux. C'est pas un vieux machin. Oui, le caméraman, il est vieux. Fait que, Le caméraman est vieux. Mais c'est une société française qui fait ces caméras. Ouais. Pourquoi nous C'est sommes pas de caméra. Je vais connaître ça. Attends. Ça vient de Grenoble. Le camping, ça va? Oui, OK. Ok, 19 à venir. Ça va? Ça tourne. Alors, si on pouvait parler de la science économique comme étant une science dure, qui arrive à prévoir tout d'avance, même M. Menck, vous aimez beaucoup, qui parle des lois de la gravitation économique. Ouais. Bon, bref, vous voyez tout. Alors, la science économique, c'est vraiment un grave problème parce qu'elle a toutes les apparences de la science. C'est-à-dire qu'elle a une structure scientifique avec des prix Nobel à sa tête. Elle a un langage très mathématique, comme la physique, plus compliqué que la physique parfois. Donc une formalisation très forte, beaucoup d'équations. Elle a l'allure d'une science dure, une science type physique ou biologie. Bon. Mais tu veux les arrêter là, ça c'est trop fort? Non, c'est bon. Mais la réalité, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans? Que racontent ces équations? Alors, ce que racontent ces équations, c'est une vieille histoire qui existe depuis Adam Smith, c'est-à-dire c'est toujours la loi de l'offre et la demande, le marché, autorégulateur, laisser faire, laisser passer, les petits oiseaux et tout ira bien. Les hommes sont égoïstes, plus ils seront égoïstes, plus ces égoïsmes s'affronteront et plus le bonheur de l'humanité se fera pour les siècles des siècles. Amen. Parce que c'est vrai que l'économie est quelque chose qui parle de l'éternité. Ce qui est très curieux, il y a quand même des exceptions en économie. Il y a eu Keynes, il y a eu Marx, Schumpeter, bon, il y en a eu d'autres. Mais ce qui est très curieux, c'est que le corpus dominant, les étudiants en sciences économiques le savent, a construit une science qui ignore deux choses, qui est très formalisée, et qui ignore deux choses, c'est le temps, on raisonne toujours en avenir certain, et l'argent, la monnaie. Ils ont construit une théorie qui fait abstraction de la monnaie, ce qui est quand même assez phénoménal, de construire une théorie économique qui fait à la fois abstraction de l'argent et à la fois abstraction du temps. Alors, des économistes comme Keynes ont essayé de réintroduire. Bon. Mais le rôle de l'économie, c'est de faire plaisir à des professeurs qui peuvent jouir, mais tant mieux, tant mieux. Il y a un aspect ludique dans l'économie, des types qui tripotent leurs petits modèles, leur théorie des jeux, tout ça. Bon. Moi, je ne vais pas leur reprocher. Il vaut mieux faire ça qu'aller faire des trous dans l'ozone. Hein. Bon, alors, ça va. Mais le problème, c'est que ces gens-là sont la caution, avec cette espèce de bouclier technique, dirais-je, hein, de bouclier mathématique et technique, sont la caution d'experts qui sont plus incompétents les uns que les autres. Alors, à la tête des incompétents, je mettrai Cam dessus, je mettrai certainement pas Stiglitz, le vice-patron de la Banque mondiale, qui lui est un économiste très compétent, mais Cam dessus, Trichet, des gens comme ça, qui sont de purs politiques déguisés,
c'est-à-dire des politiques qui sont déguisées en experts et qui ratiocinent à longueur de journée sur il faut comprimer les salaires, il faut faire des sacrifices, il faut la flexibilité, attention, il y a de l'inflation, etc., etc. Donc cette espèce d'énorme bouclier technique est fait pour que les gens n'aillent pas voir ce qu'il y a derrière l'économie. Alors, à contrario, le succès d'un truc comme Attac, par exemple, en France, c'est que pour la première fois, des gens essaient d'aller regarder de l'autre côté du mur. Ils disent, attention, on nous parle quoi de marché financier, on dit c'est pas pour nous, c'est trop compliqué, etc. On va essayer d'aller voir. Qu'est-ce que je peux dire encore sur la science? Oui, sur les questionnaires, comme ça. Ouais. Sur le fait justement que c'est rendu incontestable. Mais qui peut comprendre l'économie? Franchement, je défie même un bon physicien aujourd'hui. Mais je défie un bon physicien de rentrer de plein pied dans l'économie. Il va falloir qu'il fasse un investissement énorme. Parce que les économistes ont construit leur jargon et ils ont formalisé de façon extraordinaire ce jargon. Donc il se passe ce qui s'est passé dans la casuistique autrefois avec les jésuites. Il n'y avait qu'un jésuite qui pouvait comprendre la casuistique. Donc c'était entre eux, ils faisaient leur cas, les casuistes, il y avait tout un tas une axiologie, une logique très impressionnante. Et puis bon, comment faire pour lutter contre ce pouvoir dogmatique d'une religion? Eh bien, il faut frapper de l'extérieur. Ce qu'a fait Pascal avec les provinciales, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'a pas essayé de rentrer là-dedans, il ne pouvait pas, évidemment. Hein. Il est passé par le côté, il a dit voilà qui sont les casuistes. Est-ce que vous seriez donc prêt à dire que, par exemple, les députés et les ministres qui nous gouvernent n'entendent rien absolument à l'économie? Je crois que oui. Je pense que au-delà de recettes simples du genre il ne faut pas dépenser plus que l'on a, il faut faire attention à un budget, il faut, qu'est-ce qu'ils ont comme idée simple, il faut donner un peu d'argent à tout le monde, sinon on va faire des mécontents. Je crois que ça ne va pas plus loin que ça. Hein. Mais ils n'ont pas d'idée précise sur ce que c'est que la nature du capitalisme. Peu ont réfléchi à ça. Ce que c'est que la nature de la valeur, d'où vient la valeur, qu'est-ce que c'est que la richesse, ce que c'est que la nouvelle économie. Peu ont réfléchi à ça, sauf qu'ils voient ça comme une espèce de paradis qui arrive, enfin, ce qui est absolument ridicule. Hein. Non, je crois que beaucoup d'hommes politiques, mais ils n'en ont pas besoin, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est d'avoir des experts qui musellent la contestation. Des gens, quand un type parle d'économie, il dit « Ah, moi, j'y comprends rien ». J'ai jamais vu quelqu'un qui me dit « Ah, vous êtes économiste? Ah là là, oh attention, je vais m'emmerder avec vous, j'y comprends rien. Vous avez raison d'avance. » Ce qui, moi, évidemment, c'est plutôt... ça me met dans des conditions plutôt favorables. Quelqu'un qui ne veut pas... Bon, je pense que les gens s'intéressent plus à la biologie, à la physique, à la médecine, qu'ils ne s'intéressent à l'économie. Parce que l'économie, c'est trop compliqué. La médecine, on peut essayer de comprendre, même les histoires du sida, on voit bon, comment ça se passe, l'enveloppe, bon, les enzymes, tout ça, etc. Mais l'économie, non. Trop compliqué. Et c'est le but de l'économie, c'est que ça reste compliqué, incompréhensible. C'est un jargon du pouvoir. Et justement, comment... Tu veux que je les arrête un peu? Ouais, s'il vous plaît. Attends, Luz, on a un petit problème de son là, vous pouvez... Alors, va y revenir. Alors, peut-être terminer en expliquant un peu comment finalement le pouvoir est exercé par les experts. Mais c'est un pouvoir du terrorisme, hein, c'est un terrorisme de la parole. C'est-à-dire que c'est effectivement dire tu n'y comprends rien, tais-toi. Et ça, c'est attention, hein. C'est diffusé même chez les gens de gauche, hein, ça. Hein. Faut pas croire que ce soit réservé aux gens de droite. Mais en gros, de dire tu n'y comprends rien, tais-toi. Donc voilà. C'est ça, c'est un terrorisme de la parole. C'est construit l'économie pour être incompréhensible. Et bon, c'est vrai que des gens qui ont investi 10 ans, 15 ans, 20 ans là-dedans, qui ont un petit poste de pouvoir, c'est comme le médecin de Molière qui parlait latin. Hein. Il parlait latin pour pas qu'on le comprenne. Hein. Donc il disait des conneries, mais il les disait en latin. Donc personne ne bon. Là c'est pareil. Les gens disent des conneries, mais ils les disent en maths ou en technique ou en statistique, donc c'est fait que personne n'y comprend rien. Est-ce que vous pourriez aussi développer un peu sur le fait que finalement l'économie est toujours présentée non pas comme une idéologie, non pas comme quelque chose de politique, mais plutôt comme une évidence? Évidemment, mais ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire que ce qui est la force de l'économie, c'est qu'elle arrive voilà, comme une vérité d'évidence, comme une neutralité. Quelque chose, c'est un discours qui est neutre, qui ne dit ni le bien ni le mal, qui est scientifique, qui a la neutralité de la science, et donc qui arrive comme des choses normales. Il est évident qu'il est normal qu'il faut faire pression sur les salaires pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Il est évident qu'il ne faut pas d'inflation.
peu importe que le fait qu'il n'y ait pas d'inflation ait accru les inégalités de façon phénoménale et conduit à la misère un certain nombre de gens dans des pays, ait accru les inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud, et créé une caste de rentiers qui sont en train d'occuper le devant de la scène et fait disparaître le pouvoir des États, soit en train de briser la sécurité sociale, peu importe toutes ces conséquences, il y a une vérité d'évidence, vous n'êtes pas pour l'inflation quand même. Vous n'êtes pas pour l'inflation. Or, si on regarde la vérité et l'histoire, on voit que les moments rarissimes où le capital a été un petit peu muselé, par exemple pendant les 30 glorieuses, c'était plutôt des périodes inflationnistes où effectivement la part des salaires pouvait augmenter parce que les gens qui empruntaient pour construire leur maison ou des choses comme ça, eh bien, grâce à l'inflation, arrivaient à éponger rapidement leurs dettes. Maintenant, c'est une économie inverse, c'est une économie de rentiers. Alors, on pourrait dire plutôt, voilà, voulez-vous que ce soit les rentiers qui dirigent le monde ? On préfère dire, vous êtes contre l'inflation, bien sûr. Voilà. Si on pouvait parler aussi un peu de la fameuse théorie de la main invisible. Ouais. Alors, la théorie de la main invisible, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. D'abord, c'est un pari que les hommes sont mauvais. Donc c'est assez lucide. C'est de dire, bon, au fond, on va faire avec. Les hommes, ils sont égoïstes, cupides, plutôt méchants. Et ils pensent à eux. Et le reste, ils n'aiment pas le collectif. Ils ne sont pas solidaires. Ils n'aiment pas la société. Ils pensent d'abord à eux. Faisons que cette espèce de défaut devienne un avantage pour la collectivité et pour la société. Et donc, laissons-les faire, et de leur antagonisme égoïste va naître un bonheur public. C'est ça l'idée de la main invisible. Et l'idée de la main invisible, c'est que chaque fois qu'on intervient, qu'on essaie de mettre de l'ordre dans cet antagonisme des égoïsmes, l'antagonisme des égoïsmes, eh bien on va perturber le système et ça va être pire. Parce qu'une des grandes thèses réactionnaires, c'est la thèse de l'effet pervers. C'est Hirschman qui a dit ça, c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire que les hommes de droite, les réactionnaires, ont toujours accusé les hommes de gauche de vouloir faire le mal en voulant faire le bien. Vous voulez faire le bien, vous voulez aider les pauvres, vous allez créer beaucoup plus de pauvres. Pour moi, l'image la plus extraordinaire, c'est l'image de The Economist, après la réunion de Seattle, qui a montré des affamés du tiers-monde, des petits noirs, en disant « les victimes de l'échec de Seattle, les voilà ». Ça, c'est immonde, c'est pire que les publicités de Benetton. C'est fondé sur l'idée de dire, vous avez voulu vous amuser à interdire l'OMC, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez créé des pauvres, des malheureux, des affamés, etc., etc. Alors que ce système crée d'abord des pauvres, des affamés et des malheureux, bien entendu. Donc ça, cette espèce de... Alors la main invisible, c'est de dire, laissez faire, quoi, laissez faire. Vous n'y pouvez rien, l'homme est méchant, il est mauvais. Donc ce qui peut arrêter la méchanceté de l'homme, c'est de la méchanceté d'un autre homme. Hein? Et donc mettez deux méchants ensemble, et bien ils s'équilibreront et laissez faire, et tout ira bien. Est-ce que vous pouvez expliquer maintenant un peu pourquoi ça ne fonctionne pas dans la réalité, la fameuse... Parce que, pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, la seule raison, c'est que pour que la main invisible fonctionne, il faudrait que les hommes soient totalement séparés les uns des autres, totalement cloisonnés, indépendants. On va reprendre cette question-là. Ça, c'est une question vachement importante, mais c'est bon. Je sais pas si c'est un peu. Ouais. Mais ce qu'il faut que tu me fasses dire aussi, c'est que les économistes de droite le savent, ça, depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui te dit la théorie de la main invisible, c'est soit un escroc, soit un con. Mais t'as plus un économiste libéral, je dis bien libéral, digne de ce nom, qui aujourd'hui peut dire la théorie de la main invisible fonctionne. Ok? Ça, si j'y pense pas, tu me le feras redire, ça. Ouais? Parce que ça, c'est hyper important. Enfin, tu parleras avec des économistes. Tout à l'heure, on va parler aussi de Ricardo, parce que c'est les deux exemples qui ressortent. Ouais. T'as fait un peu d'économie, toi? Non. Non, plus. Non, mais tu comprends ce que je dis? Oui, tout à fait. Bon. Oui. 21 à venir. C'est bon? 2 secondes. Ça va, tu dis? Ça tourne. D'accord. Alors, donc revenons à la main invisible. Pourquoi ça ne fonctionne pas, la main invisible? Bon, alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pour que ça fonctionne, les économistes étudient la main invisible depuis 1776. Depuis, donc ça va faire quand même un petit paquet de temps qu'ils étudient ce problème. Pour que ça fonctionne, il faudrait que les hommes soient séparés, autonomes, qu'il n'y ait pas de relation, qu'il n'y ait pas de collectif, qu'ils n'aient que leur propre rationalité,
séparée de celle des autres, individuelle. Il faut que ce soit un individualisme absolu. Première condition. Deuxième condition, il faudrait qu'il y ait une information parfaite. C'est-à-dire qu'on sache tout ce qui va se produire, tout ce qui dans les siècles des siècles jusqu'à... deuxième condition. Attends, j'ai oublié la troisième. Merde. Donc il faudrait qu'il y ait une information, c'est ça, qu'il y ait une information parfaite. Et troisième condition, il faudrait qu'il n'y ait pas d'incertitude. C'est-à-dire que, par exemple, une tempête, que le hasard, que le fait que Ariane se casse la gueule au 25e envol et pas au 3e, que le monde soit sans hasard, ce qui est un corollaire d'ailleurs de dire qu'il faudrait qu'on ait une information parfaite sur le futur. Alors, dans ces conditions, il se pourrait que la main invisible fonctionne, mais ce n'est même pas sûr. Car ce qu'il faut savoir, ce qui est extrêmement important, c'est que les économistes libéraux, les plus grands, les plus mathématiciens, les plus prestigieux, les prix Nobel, ont démontré depuis environ 25 ans que le théorème de la main invisible ne marche pas, que c'est une foutaise. Ils l'ont démontré. Alors que ce soit des choses que subodoraient beaucoup de gens depuis longtemps. Keynes, par exemple, l'avait subodoré depuis fort longtemps, puisqu'il pensait que la notion d'équilibre était une notion qui était absolument inadaptée à l'économie. Bon, c'était la notion de déséquilibre. Que fondamentalement, l'économie était quelque chose de chaotique. Mais les économistes, les purs, les durs, les méchants, les libéraux, les plus prestigieux, ceux qui sont drapés dans tout le prestige de la science la plus dure qui soit, ont dit, Gérard Debreu, prix Nobel en tête, on dit, il y a 25 ans, ça ne marche pas. Un marché, ça ne fonctionne pas. Ça ne conduit pas à l'équilibre, c'est pas efficace. Alors, retenez bien ces deux choses. Un marché, ça ne conduit pas à l'équilibre. Donc la loi de l'offre et de la demande, ça ne veut rien dire. Et ensuite, un marché, ce n'est pas efficace. Si vous laissez faire le marché, vous aurez la pire des solutions. Si vous laissez faire, vous aurez la pire des solutions. Merci, messieurs les libéraux, de nous l'avoir dit quand même. On s'en doutait un petit peu, mais c'est bien que ce soit vous qui l'ayez dit. Donc quelqu'un qui aujourd'hui dit la main invisible, dit la loi de l'offre et la demande, dit le marché, dit l'équilibre, dit l'efficacité, que c'est quelqu'un qui soit un escroc, ça arrive assez souvent, soit se voile les yeux, ça arrive aussi, quelqu'un qui ne veut pas voir, hein, ce qu'un Sartre appelait un salaud, quelqu'un qui sait mais qui ne veut pas dire, soit c'est quelqu'un qui est incompétent, bon ça arrive aussi. Bien sûr. Alors, si on peut passer maintenant, pourquoi pas, à la théorie des avantages comparatifs Voilà. de Ricardo, peut-être expliquer un peu c'est quoi, et après pourquoi ça ne fonctionne pas aussi. Mais là, non, mais c'est pour les raisons que je viens de dire. C'est-à-dire que la théorie des avantages comparatifs, c'est une théorie de la spécialisation internationale, et c'est une théorie qui, effectivement, dit que les nations doivent se spécialiser selon leurs avantages comparatifs. Donc c'est une théorie qui est purement statique, c'est-à-dire qu'on considère une boîte, on arrange les pions dans une boîte, mais on ne se demande pas pourquoi la forme de la boîte, est-ce que la forme va évoluer, est-ce que le fait d'arranger les pions change la forme de la boîte? Non, c'est une théorie purement de l'instant. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que le commerce international, c'est pas de l'échange désintéressé qui fait que c'est les gentils indigènes qui commercent avec les gentils conquistadors. Ça s'est pas passé comme ça se passe jamais comme ça. C'est des conquistadors qui arrivent et qui tuent tout le monde. Et puis après le commerce arrive comme une deuxième étape de pacification. Mais d'abord, dans le commerce international qui est la matrice du commerce, hein, le commerce c'est pas ça aussi c'est une idée reçue, c'est pas le village qui échange, ensuite c'est la ville qui échange, ensuite c'est la région, ensuite c'est la nation, ensuite c'est les nations qui échangent entre elles. Non, ça s'est jamais passé comme ça. Ça s'est passé exactement à l'inverse. C'est-à-dire que c'est d'abord le commerce international qui suit les militaires, qui suit la prédation, et ensuite il y a un phénomène de pacification vers l'intérieur. Oui, comme vous disiez dans votre livre à propos du doux commerce de Montesquieu. Vous pouvez parler un peu justement historiquement de... Mais ça aussi, l'idée du doux commerce, l'idée c'est de dire ne faites pas la guerre, faites du commerce. Hein, bon. Ça n'a jamais été ça. C'est-à-dire que et même maintenant, moi je serais curieux de savoir comment fonctionne le commerce international, mais je suis profondément convaincu que c'est toujours le militaire qui tire les dépenses et qui tire la croissance des économies. C'est-à-dire qu'on regarde les États-Unis, par exemple, tous les présidents américains sont élus, chacun systématiquement, parce qu'ils proposent une hausse des dépenses militaires. Il n'y a qu'à voir le programme de Bush qui va encore proposer une hausse des dépenses militaires. Donc c'est toujours, il y a quand même d'abord un aspect prédateur, hein, qui est l'aspect militaire, qui dépasse le commerce. Le reste, le commerce, c'est pas compliqué, c'est le renard libre dans le poulailler libre, c'est-à-dire que c'est les puissants
qui imposent leur volonté aux plus faibles. C'est ça le commerce. Qu'est-ce que je peux, moi, commercer le marché du travail? Ça veut dire quoi le marché du travail? Qu'est-ce que je suis en face de M. Bill Gates? C'est quoi? Je choisis mon patron comme le patron me choisit? C'est rigolade. Maintenant, si on peut prendre une petite figure de rhétorique qui est Ouais. souvent employée aussi, c'est l'inégalité crée de la richesse. Ou alors, plus il y a d'égalité, moins il y a de richesse. Mais ça, c'est l'idée, encore une idée très libérale, c'est de dire, il faut éviter que les gens soient paresseux, il faut éviter que... il faut les stimuler. Alors, pour les stimuler, il faut de l'inégalité. Parce qu'effectivement, si tout le monde est égal, eh bien, ils ne seront pas stimulés. Donc, pour qu'ils soient très très stimulés, il faut qu'ils voient qu'il y a des choses absolument mirobolantes, où ils mettront 4 siècles et demi pour atteindre avec leur salaire le salaire du PDG de Disney. Bon, mais ça ne fait rien, ça va les stimuler parce que sinon, etc. Et si vous aidez les gens, si vous leur donnez des subsides, des RMI, des subventions, etc., ils vont être paresseux, et donc il ne faut pas. Donc l'inégalité est un facteur moteur, si je peux dire. Hein, on le voit avec les hommes et les femmes, par exemple. Donc pour que les femmes deviennent meilleures, il faut supposer que les salaires des femmes soient 2 fois moins. Comme ça, elles deviendront meilleures. Ou l'inverse, enfin, si on veut que les hommes deviennent meilleurs, il faudrait payer les femmes 2 fois plus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment encore une idée qui justifie les inégalités. De même que de montrer les inégalités. Moi, je pense que c'est très grave. C'est-à-dire le fait qu'on affiche comme autant de loterie nationale, de gains du loto, de miracles monétaires, les gains prestigieux des PDG, etc. Bon, ça n'a plus aucun sens. Quand vous voyez que le titre de PDG de Coca-Cola est remercié avec 900 millions de francs, pour être viré, 900 millions de francs pour être remercié de sa charge, c'est vrai que c'est tellement colossal comme fortune que ça n'a plus de sens. Mais ça a un effet magique sur les populations, ça a un effet people. Il dit, bon, regardez ces espèces de stars qui ont du talent, qui ceci, qui cela. Ils n'ont pas du talent. Ils ont piqué l'argent aux autres. C'est pas pareil. Hein. Ça n'a rien à voir avec le danseur, avec le joueur de tennis ou autre chose. Et puis maintenant, une autre figure de rhétorique, c'est-à-dire moins d'État, plus de liberté ou encore plus de Non, concurrence. bien sûr. Non, c'est faux ça aussi. Hein. C'est-à-dire que la loi permet de libère. Hein, ça, il faut voir que la norme libère, la loi libère. Ça, c'est comme ça. C'est un paradoxe de la vie. Hein, mais c'est l'absence de loi qui fait que la mafia s'installe. Et la mafia, c'est la loi privée. C'est le privilège. Bon, au sens étymologique du terme. Donc, si on veut supprimer le privilège, il faut la loi publique. C'est pour ça que, bien entendu, les privilégiés sont contre tout ce qui est loi publique. C'est évident. C'est évident. Et c'est vrai que ce qu'on appelle le social, le droit du travail, etc., est né du collectif, c'est-à-dire de l'État qui, pour une fois, dans sa vie, rarement il l'a fait, c'est vrai, de 1880 à peu près à 1950, s'est placé du côté des plus faibles. Ça arrive. Pourquoi? Parce que les plus faibles étaient les plus forts, pas longtemps. Mais l'État, c'est une girouette, il est toujours du côté des plus forts. Alors, pendant un petit peu de temps, il a réussi à être, on lui a imposé ce qu'il fallait faire. Hier ou avant-hier, c'était sur Capital, un truc sur Davos extraordinaire. Mais vraiment, j'avais jamais vu ça. Un reportage sur Davos, Davos, comment ça se passait, tout ça. Non. Un truc, Ah ouais. c'était super. C'était vachement bien. Vachement bien. Ça donne envie d'y aller. T'as gardé la cassette? Non, je ne l'ai pas enregistré, je suis tombé dessus par hasard. On pourrait essayer d'y aller la prochaine fois. Hein. Ouais. On peut essayer, ouais, on peut se faire un truc. Ouais. Ah ouais. Ouais. De fait. Il ne faut pas oublier. On va faire un dessus, on va arrêter de 60. 22. On arrête pour Donc oui, si on pourrait revenir à libéralisme, liberté et la peur. Oui, moi je suis très frappé de... Bon, admettons que le chômage américain ait baissé un petit peu, probablement beaucoup moins que disent les Américains, mais peu importe. Ce qui est frappant, ce qui étonne beaucoup les dirigeants américains, donc Greenspan et d'autres, par exemple le PDG d'Intel, Steve Case, c'est que la peur a été intériorisée par les Américains. Et donc, ils ont tellement peur, et même Case parle de paranoïa, ils ont vraiment l'obsession de se faire virer, d'être obligés de partir, puis ils sont tellement pris dans le système où je dois partir, je dois foutre le camp, etc., qu'ils ne réclament plus rien. Ils ne réclament plus rien. Ils sont devenus
des gens apeurés, taillables, corvéables. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, cette chose extraordinaire, à être leur propre censeur. Ils s'automutilent, ils s'autocensurent, de façon à dire attention. Alors ça prend des choses extraordinaires. C'est le harcèlement au boulot, la délation au boulot, et puis des choses plus concrètes comme une espèce de néo-stakhanovisme qui fait qu'il y a des accidents du travail qui augmentent aux États-Unis, des choses comme ça. Mais surtout la peur, quoi. La peur. C'est un peu l'histoire du chat du Cheshire, tu sais, dans Alice au Pays des Merveilles. T'as le chat qui a foutu le camp, il y a le sourire qui reste. Là, t'as le chômage qui a foutu le camp, et t'as la peur du chômage qui reste. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de chômage aux États-Unis. Ouais, bien sûr. Et c'est rendu des... Bon, tu ajoutes 2% t'ajoutes 2% en prison, tu ajoutes les consultants, ça fait 2% de plus, tu ajoutes 2% de plus de petits métiers que tu trouves que dans les pays sous-développés, que tu trouves plus en France, tu as 4 ou 5 loufias dans les restaurants, maintenant aux États-Unis, le mec qui te monte l'ascenseur, 2 types pour te descendre l'ascenseur, tu retrouves à peu près les tarifs européens. Hein. Une autre Français, figure quoi. de rhétorique, c'est qu'en créant de la richesse, on crée de l'emploi. Justement. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a de la croissance, on crée de l'emploi. Est-ce que tu peux développer un peu pour expliquer pourquoi c'est faux? C'est-à-dire, ils créent même plus de la richesse, les entreprises, ils créent de la valeur. C'est quoi de la valeur? C'est de la hausse d'actions en bourse, c'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment des usines qui s'installent? Est-ce que c'est des bâtiments qui se construisent? Est-ce que c'est des choses comme ça? C'est même pas ça. C'est même plus ça. C'est uniquement de la spéculation sur des profits qui vont arriver tôt ou tard. Alors, les profits, c'est Internet qui va nous les donner parce que... Bon, ce qui crée de la valeur, c'est le chômage. Donc c'est parce que le chômage est fort, parce que les salaires sont faibles, parce qu'il n'y a plus de grève. La France, qui est un pays qui connaissait beaucoup de grèves, ne connaît plus de grève, sauf dans le secteur public, un petit peu. Mais globalement, il n'y a jamais eu de période aussi calme depuis le début du capitalisme en France. Eh bien, il faut qu'il continue à te regarder, sinon c'est ça. Ce qui me perturbe, c'est pas le bruit, c'est le fait que tu tournes. Ouais. Hein? Tu veux qu'on arrête là? Non. Parce que c'est très fort. Là. Ouais, ça déjà te perturbe là? Ben oui, un peu. 23. Alors, encore un truc de rhétorique. Ah, attends. Ça va pas là, c'est vrai. Non, il faut qu'on aille à côté. Là, on peut pas les empêcher de... Je suis très content du dernier numéro, non, de qu'est-ce qu'il est bien. Il est bien? Oh, la vache. Tu l'as pas vu? Non. Je l'ai acheté en plus, mais il fallait boucler ça. Vous voulez un café là, non? Moi, c'est bon. Tu sais avec qui je bouffe ce soir? Non. DSK? Lynn Renault. Non. oui, c'est... Je vais... Tu fais vraiment partie du tout Paris maintenant. Ouais, non, ouais, je vais chez une vieille amie de Sylvie et elle me dit... J'ai peur que ça t'embête, mais... Ah non, c'est marrant ça. Hier, ce que dit avoir... Ça tourne pas, j'espère là. Oui, on tourne. Alors j'ai pensé à toi, Ah ouais, ça... Elle était sur les furieuses, elle savait que je l'avais dit. Une Renault, c'est une passion de la télé. Il va te dire, mais j'adore Charlie. Non, mais c'est une fois après que... Voilà. Mais donc lundi je serai pas là, mais dimanche je serai pas là moi. Faites la réunion dimanche. T'as déjà fait ton article? Non, je vais faire demain. Bon, Allez. Oui. Bon. Où on est avec moi-même? 24? 25. Alors, un des arguments qu'aiment beaucoup utiliser par exemple les gens du Financial Times, c'est de dire que la mondialisation va donner beaucoup de travail aux pays pauvres.
Alors, Pour l'instant, elle donne beaucoup de bidonvilles, mais bon, ça viendra. Peut-être qu'il faudra du travail pour raser les bidonvilles et construire des choses à la place. Mais... Non, il n'y a pas de... Oui, il y a de l'activité oui, dans les pays pauvres. Enfin, dans ce que je connais, on n'a pas l'impression que ça change grand-chose. Hein, parce qu'il y a 2,4 milliards d'êtres humains qui ont moins d'$1 par jour, donc ça ne change pas grand-chose. mais je crois avoir vu que, par exemple, la création d'emplois au niveau mondial a diminué. Ah bon? Oui. Il y a moins de création d'emplois? Oui, c'est ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Ben oui, bon. Non, mais c'est vrai qu'il y a des pays comme la Corée, tout ça, qui effectivement ont trouvé des activités industrielles, la Corée du Sud, mais à quel prix? Ou la Chine qui est en train de décoller, entre guillemets, c'est-à-dire de devenir un pays industriel, mais à quel prix? Encore une fois, qu'est-ce que c'est que la richesse qui est créée en Chine? Qu'est-ce que c'est que ces activités qui sont créées? Est-ce que c'est un pays qui a déjà des problèmes d'eau, des problèmes de pollution incroyables, des problèmes de contamination formidables? Bon, est-ce que c'est ça le développement? Moi, je crois pas. Je pense pas. La Russie, il y a qu'à voir ce qui se passe. Hein. La Russie, Bill Gates, il est plus riche que la Russie. Bon, c'est bien. Un individu qui est plus riche qu'un État immense comme la Russie. Un seul individu aux États-Unis. C'est ça la mondialisation? Très bien. Le crime, la mafia, l'espérance de vie qui diminue. Est-ce que tu pourrais parler du taux de chômage naturel ou le non-accelerated inflation? Ouais. Mais c'est le taux de chômage qui fait qu'il n'y a pas d'inflation. C'est-à-dire que la peur de perdre son travail est suffisante pour que les gens ne demandent pas de hausse de salaire. Donc ça a été construit ça par les économistes qui ont dit il faut, selon les pays, il faut des taux de chômage suffisants de façon à ce que les salaires ne bougent plus. Sinon les gens, s'il y a le plein emploi, ils vont demander des hausses de salaire. Et évidemment, quand il y a des hausses de salaire, il y a moins de profit. Parce que le problème de l'économie, il n'est pas compliqué. C'est un gâteau, qui le partage et qui donne à qui. Voilà. Alors pour l'instant, le gâteau, eh bien, il est partagé plutôt en faveur des nantis, des puissants, et il y en a moins pour les autres. Les autres, ils ont des miettes. Pas grand-chose. Donc le taux de chômage naturel, c'est fait pour faire en sorte que celui qui a la petite part ne demande pas une augmentation de sa petite part. Et qu'est-ce qui se cache en fait derrière cette lutte à l'inflation? Parce qu'il doit avoir une raison pour les puissants. Mais ce qui se cache, c'est que c'est pas compliqué, c'est que le fait qu'il n'y ait pas d'inflation favorise les créditeurs, ceux qui ont des créances, ceux qui ont de la liquidité, ceux qui ont accumulé de la richesse. Donc les créditeurs, c'est les... plus tu es riche dans la vie, plus tu es créditeur. Hein. Plus tu es pauvre, plus tu es débiteur. Et si tu as envie de t'enrichir, ou si tu as envie de constituer un patrimoine, tu es obligé d'emprunter. Donc il est évident qu'une économie sans inflation, ça favorise ceux qui prêtent, ça ne favorise pas ceux qui empruntent. Ça ne favorise pas du tout d'ailleurs les entreprises qui ont plutôt tendance à emprunter, mais ça favorise les financiers qui prêtent aux entreprises. Alors les financiers prêtent aux entreprises et les entreprises se chargent de rembourser en faisant payer aux salariés, au passage, le prix du remboursement. Il y avait aussi une expression qui est souvent utilisée par les politiciens, c'est qu'il ne faut pas dépenser plus qu'on gagne. Ouais. Alors, aux États-Unis, c'est le contraire ce qui se passe. C'est ce que j'aime bien chez les Américains, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en général, ils font exactement le contraire de ce qu'ils disent. Par exemple, ils disent qu'il ne faut pas dépenser plus qu'on gagne, et eux, ils dépensent beaucoup plus que ceux qui gagnent, parce qu'ils empruntent pour acheter des actions. Donc les États-Unis, c'est le seul pays du monde où l'épargne est négative. Ils n'ont pas assez d'argent pour acheter leurs actions. Donc ils empruntent, c'est les Européens, les Japonais qui leur prêtent. Donc il est évident que c'est bien la preuve qu'on peut dépenser plus que ce qu'on gagne. il t'expliquait aussi que c'était une expression fumée, c'est parce qu'il n'y aurait pas de croissance. Parce que tu peux... Ah, c'est un truc que je disais ça. Oui, oui. Oui. Tu peux développer. Ben, l'économie ne peut se développer que par le crédit. C'est-à-dire qu'il faut faire, à un moment donné, il faut que des gens qui fassent des paris. Si tu veux de la croissance, et moi j'en veux pas de croissance personnellement, je trouve que ce qu'on appelle la croissance, c'est-à-dire foutre de la lèpre urbaine partout, pour moi c'est pas de la croissance. Ça m'en fait mal. Admettons qu'il faille de la croissance. Eh bien pour ça, il faut évidemment des gens qui anticipent sur la construction de choses dans le futur, des bâtiments, des maisons, des ateliers, des ceci, cela. Donc il faut créer de la monnaie. Donc il faut de l'emprunt, il faut du crédit.
Donc il est évident que si je ne peux dépenser que ceux qui existent déjà, je suis obligé de vendre ou de ruiner un petit secteur pour faire apparaître de la liquidité, pour le transférer vers un autre secteur. Mais globalement, c'est à somme nulle. C'est-à-dire que je n'arrive jamais à créer de surplus positif. Pour qu'il y ait un surplus positif qui se dégage dans l'économie, il faut que je fasse un pari sur l'avenir, et pour ça, il faut qu'il y ait du crédit. Donc si je respecte l'adage « il ne faut pas dépenser plus que ce qu'on gagne », eh bien, l'économie est morte, elle s'arrête. Elle s'arrête. Attention, hein, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'économie, elle crée chaque année 10, 15, 20% de monnaie par an. C'est énorme, c'est colossal. Hein. Donc du crédit, il y en a. Il y en a. La croissance est financée. À 3 à 4% de croissance sont financés par ça. Et le reste, eh bien, ça part en bourse, ça part chez les plus riches, donc qui achètent en bourse, qui font flamber la bourse. On va changer la bobine. C'est le désavantage. C'est que c'est en beau, vidéo, là. on peut tourner 2 heures sans changer. Non, mais là, ça repose, c'est bien. C'est ça l'avantage. Ah, quand on parlait de Gates qui est plus riche que la Russie, c'est une sorte de monarchie capitaliste. C'est le retour de la monarchie. Non? Bon, mais ça n'a jamais parti, la monarchie, tu sais. Ce qui est marrant, c'est que, bon, même à Charlie, qui est une entreprise, parfois, quand l'aspect entreprise prend le pas sur l'aspect création, tu revois la féodalité qui réapparaît, hein. Le chef, les vassaux, l'adoubement, les rapports d'autorité. Pas se leurrer, l'entreprise, c'est un système féodal. Hein. Je ne crois pas à l'entreprise. Peut-être que vous êtes une entreprise, je sais pas moi, du 3e millénaire, hein, mais l'entreprise, c'est un patron, hein, puis c'est tout. Quoi. Toi, t'es actionnaire de Charlie, je crois. Je suis un des patrons. Hein. Un petit patron. Vous êtes 3, c'est ça. Hein? Alors, il y a Val. Les propriétaires, c'est Val et Cabul. Et puis, il y a des petits actionnaires. Il y a un actionnaire moyen qui est GB. Puis, il y a des petits actionnaires, c'est moi et 2 autres. Il y avait Renaud, le chanteur, avant, mais il a vendu ses parts. 26 à venir. Tout à l'heure, on parlait justement de la croissance. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui se cache en fait derrière la croissance? Mais voilà, ça c'est très très intéressant parce que bon, on donne une statistique de croissance. Qu'est-ce qui se cache derrière la croissance? Quand je suis dans un embouteillage sur un périphérique, je participe à la croissance parce que je dépense de l'essence. Et que le produit intérieur brut, c'est consommation plus investissement. Donc je suis en train de consommer, donc je participe à la croissance. Quand je suis en train de détruire quelque chose, un paysage, je participe à la croissance. Quand je suis en train d'exterminer une espèce animale, je participe à la croissance. Donc finalement, la croissance, c'est bien ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que toute activité humaine, quelle qu'elle soit, je peux la définir comme croissance. Alors ça c'est extrêmement important, parce que faut bien voir que le capitalisme, c'est par-delà le bien et le mal. S'il y a 2 notions qu'il ne connaît pas, le capitalisme, c'est le bien et le mal. C'est qu'un jour, tu lui dis de vider la mer d'Aral, bon, ça c'est le capitalisme d'État stalinien, peu importe, c'est quand même une forme du capitalisme, il le fait. Si un jour tu lui dis de polluer toute une région comme la Bretagne en France, par des élevages intensifs de porcs, il le fait. Si le lendemain tu lui dis il faut nettoyer la flotte, il faut dépolluer, il le fera aussi. Certainement. Et il gagnera de l'argent. Bon, pour lui, son problème, c'est gagner de l'argent. Tu lui dis, il faut que le génome soit découpé en rondelles, saucissonné, breveté, etc., pour être vendu. Il le fait. Tout ce qui peut être une source de lucre et de profit, bien entendu, il y va. Et donc, ce qu'il recherche systématiquement, c'est de détruire du collectif. Il ne peut pas vivre autrement, le capitalisme. C'est-à-dire en repérant des choses qui sont collectives. Alors, autrefois c'était la terre, maintenant la terre est totalement privatisée, mais enfin il reste quelques forêts par-ci par-là. Maintenant c'est l'air bientôt qui va être privatisé, c'est la vie qui est privatisée, c'est l'information qui est privatisée, etc. Donc il ne peut vivre qu'en progressant au détriment du collectif. Voilà, alors, donc ce qu'on met derrière la croissance, c'est ce que nous on veut y mettre. Le jour où quelqu'un dira, mais chaque fois qu'une automobile est fabriquée, l'humanité est plus malheureuse, eh bien sûr, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il faudra compter tout ce qu'on avait compté jusqu'alors en croissance, il faudra le compter en décroissance. Qu'est-ce qu'on entend généralement par externaliser des... Ah ouais.
Ben, par exemple, un pétrolier qui fout un pétrolier qui balance son mazout dans le collectif, ce qui appartient à l'humanité en général, la mer, une plage, n'importe quoi, il externalise ses coûts. C'est une personne privée qui jette par-dessus la portière des choses qui doivent être subies par la collectivité. C'est ça l'externalisation. Mais de la même manière qu'un type qui fout des gens dehors, eh bien, il externalise des coûts. C'est-à-dire que le malheur, la souffrance, la nourriture, le logement, l'hébergement, la maladie, etc., il la transfère sur d'autres, sur les familles, sur les amis, sur des associations, sur l'État, si l'État a encore un peu de sous à donner à ces gens-là. Mais bon, il s'en fout. Il externalise. Il le met à l'extérieur. Et l'externalisation, c'est le fonctionnement clé de cette espèce de système qui ignore absolument ce que c'est la solidarité. Et qui a tort d'ailleurs. Et l'expression, disons... Ben, regarde le pétrolier Erika, un mec arrive pour faire des économies de bout de chandelle en plus, hein, vraiment pour économiser 3 fois rien par rapport au méga profit qu'il est en train de faire. Il affrète un pétrolier qui est dégueulasse, qui coule, et il externalise ses coûts sur une côte, et des pauvres cons sont là avec leurs pelles, leurs seaux, ils risquent d'attraper le cancer en plus pour sortir la merde qu'a foutu ce mec-là. Donc ça, ce type-là a externalisé, il a rejeté sur la collectivité parce que les dégâts, quoi. Et c'est un processus qui peut arriver aussi, je ne sais pas si tu peux développer là-dessus, à propos des créances douteuses des banques qui sont... Ben ouais, non, mais ça c'est sûr que bon, les banques sont plombées avec les caisses d'épargne américaines dans l'immobilier, les caisses d'épargne américaines privées font faillite, contribuables paient, les banques sont plombées avec le Mexique en 82, bien entendu, créances pourries, qu'est-ce qu'on fait? On absout les créances, le contribuable paie. Les banques sont plombées dans l'immobilier en France en 94, 95. Crédit Lyonnais coûte 100 milliards en français. On tire un trait, on absout, le contribuable paie. Et puis quand il y aura la bulle boursière, il va y avoir une énorme faillite. Qu'est-ce qui va se payer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc il va falloir bien entendu les banques, on va les payer, on va être réglés, et le contribuable va les régler. Au prix de sueur, de larmes, de tout ce qui fait un crash. Est-ce que tu peux parler un peu de la nouvelle économie? Qu'est-ce qui se Alors, passe? la nouvelle économie, ça pose un problème quand même. Parce que, par exemple, j'ai lisé un article du Monde, la nouvelle économie pollue moins que l'ancienne. Bon, je pense qu'il vaut mieux que les gens soient derrière un ordinateur, tu vois, que dans un embouteillage ou en train de détruire une forêt pour faire des meubles en bois exotique. Bien. Cela dit, la nouvelle économie, c'est pas la connaissance, c'est la vente d'informations. C'est tout à fait différent. Bon, je vais pas insister sur le net qui est récupéré, qui va être là aussi. C'est un espace collectif, privé, qui a été engendré par des personnes désintéressées, qui ont construit une chose tout à fait naturelle, pas naturelle justement, mais quelque chose de tout à fait collectif et non marchand, et qui bien entendu, récupéré par les marchands. Parce que les marchands ne savent que privatiser du collectif. Mais la nouvelle économie aussi, c'est un deuxième truc qui est tout à fait passionnant, c'est que ça te promet une croissance infinie. C'est-à-dire que c'est vrai que la connaissance, a priori, c'est infini. Donc tu peux pas saturer, tu peux te saturer de bagnoles. Parce qu'une fois que tu auras changé de bagnole tous les jours, si tu as 7 voitures, ou si tu as 365 voitures, hein, ça ira quoi. Hein, tu auras ton parking avec tes 365 voitures, je pense que tu ne pourras pas aller au-delà. Difficilement. Mais par contre, la connaissance... Ah ouais, ça, a priori, c'est quelque chose d'infini. Alors, on fait croire aux gens que l'apparence de la connaissance va être la connaissance. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous avez Amazon.com, 1 milliard de titres, enfin 1 milliard, j'exagère, mais 1 million de livres disponibles. C'est pas génial, ça? Ah, le mec, je dis, c'est incroyable. Sauf que le temps qu'il cherche sur Amazon.com, il ne va pas lire, bien entendu, et surtout, dans sa vie, quoi qu'il fasse, il va lire 1000 livres, pas plus. 1500 si c'est vraiment un grand liseur. Hein. Mais on va dire, attends, 1 million de livres disponibles. Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire entre le virtuel et le réel? Donc, la nouvelle économie va faire fonctionner le leurre de la connaissance pour attirer les gens, pour les appâter, pour continuer à leur vendre de la vieille économie, c'est-à-dire des ordinateurs qu'il faudra changer non plus tous les 2 ans, mais maintenant tous les 6 mois, des voitures qu'il faudra changer tous les 6 mois, parce que, etc., etc. Donc, on va continuer à produire de la quincaillerie, continuer à saccager et détruire la planète au nom de choses apparemment formidables, comme la connaissance, etc. C'est la même histoire que la flexibilité pour le travail.
On dit, mais attends, tu vas être libre, mon vieux, t'es libre. T'es pas libre, t'es asservi. Avec une chaîne qui est encore plus forte que la vieille chaîne quand tu étais au travail à la chaîne, parce qu'au moins tu avais une stabilité du boulot, et tu avais des gens à haïr avant, tu savais qui tu pouvais détester, et maintenant tu ne sais plus qui tu peux détester, parce que on est tous les mêmes, tous pareils. Ton patron, il a des Nike comme toi, bon, ça c'est vraiment absolument dégueulasse. Eh bien, là c'est pareil. On te promettait, on te dit la flexibilité, c'est la liberté, en fait, c'est un asservissement. Est-ce que tu peux expliquer aussi pourquoi certains titres de nouvelles technologies s'envolent alors que les compagnies ne sont pas profitables? Ben, c'est des paris sur le futur. Hein. Et ça, c'est déjà vu. Il y a eu les spéculations sur les tulipes en Hollande, il y a eu les spéculations sur les chemins de fer en Grande-Bretagne, qui étaient plus fortes que la spéculation qu'il y a aujourd'hui. Hein, en 1900, avant la guerre de 14, tout le monde achetait des... Bon, il y a eu une flambée boursière qui s'est écrasée comme une merde, qui est encore plus forte que la flambée boursière aujourd'hui. Donc là, les gens spéculent sur le futur, sur le fait que tout le monde va rentrer sur Internet et tout. Bon, ça va se casser la gueule, hein, je ne sais pas quand. Hein, si je le savais, je serais milliardaire, parce que j'achèterais la veille, je vendrais le lendemain. J'achèterais l'avant-veille, je vendrais la veille. Hein, mais c'est sûr que c'est une pure spéculation sur quelque chose qui ne repose sur rien. Il faudra qu'au bout d'un moment, c'est pas grave si tu veux, tant que les gens ne paient pas. Hein, mais au bout d'un moment, les gens vont payer pour ça. Donc ils vont demander, les gens qui payent vont demander un retour sur investissement. On va leur dire, il faut attendre. Puis au moment, ils diront, non, j'attends plus. Donc je vends, puisque j'attends plus. Et donc à ce moment-là, la bulle se dégonflera. J'ai aucun souci sur l'avenir hein, là-dessus. Malheureusement, le problème, c'est que quand la bulle crève, si elle crevait sans faire de dégâts autour, ça irait. Elle va entraîner un tas de faillites en cascade. Les banques, par exemple, les banques sont jusque-là avec la nouvelle économie. Il faut bien trouver de l'argent pour faire flamber les actions. Qui file cet argent? Les banques. Elles sont stupides, les banques. Hein. Pourquoi? Hein? Pourquoi elles sont stupides? Mais elles n'arrêtent pas de se tromper. Elles se sont plantées sur le Mexique, elles se sont plantées sur l'immobilier, elles se sont plantées sur les pays émergents, et elles sont en train de se planter sur la nouvelle économie. Parce qu'un banquier est con, parce qu'il ne voit pas l'avenir, il ne sait pas. Il croit il voit que tout le monde spécule, il y va aussi, il chauffe la machine, jusqu'à ce que la machine explose. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment se crée la richesse, justement, à la bourse? Comment Il n'y a pas de richesse, là. Hein? Ou de la valeur? La valeur. Il n'y a pas de richesse. La richesse n'existe quand elle est réalisée. Donc pour l'instant, c'est une promesse de richesse. C'est pas pareil. C'est pas comme un billet de 100 balles. Hein? Attention, hein? C'est pas un billet de 100 balles. Parce que pour avoir la richesse en bourse, il faut que je vende. Donc il faut que j'achète autre chose, il faut que j'achète un terrain, une voiture, que je me paye une cure de thalasso, que j'achète un bouquin, que j'aille au ciné, etc. Donc si tout le monde fait ça, la bourse ne vaut plus rien. Donc c'est une promesse de valeur. Attention, un billet, c'est vraiment de la valeur. C'est-à-dire que, bon, là, si tout le monde va acheter avec son billet, il n'y aura pas de dégonflement, il n'y aura pas de disparition, il n'y aura pas de crash, etc. Au contraire, l'économie ira très bien. Pas pareil. Pourquoi ça crée de la valeur? Parce qu'il y a des mecs qui chauffent. On appelle ça les chauffeurs, c'est-à-dire des gens qui disent « ça va monter ». Ok, alors ils se font circuler, ça circule en boucle en disant « ça va monter, il faut acheter parce qu'un tel dit que ça va monter ». Bon, alors un autre dit « un tel a dit qu'un tel a dit qu'un tel, ça allait monter ». Etc., etc. Et puis finalement, tout le monde achète et finalement ça monte. Donc le premier mec dit, tu vois, j'avais raison, ça va monter, ça a monté. Ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice. D'accord? Comme un couple qui dit, bon, je sens qu'on va se disputer. Non, pourquoi on se disputerait? D'accord, on va pas se disputer. Et puis finalement, ils discutent du fait qu'ils vont se disputer ou non. Et effectivement, ils finissent par se disputer. Donc c'est exactement une prophétie qu'ils ont réussi à réaliser, une prophétie autoréalisatrice. Là, c'est pareil pour la bourse. On va changer la bobine. Et quand tu commences à dire, écoute, quand tu commences à dire dans un couple, écoute, je veux pas d'histoire. Hein, chérie, je te promets que je cherche pas d'histoire. Tu peux être sûr que ça finit. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Hein? C'est sûr que tu prépares le futur comme ça, quoi. On va parler un peu plus des marchés financiers. J'en sais rien. Hein. Peut-être. Ouais. Pas dire quand, mais le fait que cette flambée est anormale. D'ailleurs, les Américains, ils ont une trouille. Ils essaient de le faire descendre en douceur, le truc, le ballon, là. Hein. 27. Est-ce que tu pourrais faire une petite vulgarisation, dans la mesure du possible, des produits dérivés? Qu'est-ce que c'est les produits dérivés? Ah, mais ça, c'est vachement important, ça. Parce que, voilà, c'est des choses qui n'existaient pas, ça. Qui ont été créées de toutes pièces
dans les années, avec la mondialisation, quoi, dans les années 70, par là. Alors, basiquement, c'est des contrats d'assurance. C'est-à-dire que tu t'assures sur des fluctuations futures, sur des fluctuations de taux d'intérêt, sur des fluctuations de monnaie. Tu passes un contrat avec quelqu'un, tu dois payer dans 6 mois, tu passes le contrat en dollars, d'accord? Bon. Et si le dollar monte, tu vas être bien emmerdé, parce que quand il faudra payer dans 6 mois, tu vas être obligé d'acheter des dollars qui valent 10% de plus aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends un contrat d'assurance là-dessus. Et tu prends un contrat d'assurance sur la valeur du dollar. Et un gars prend le risque à sa charge, donc il te fait payer un petit truc en plus, 3-4% au départ, mais quelle que soit la hausse ou la baisse du dollar, auquel cas il est vachement gagnant, si c'est une baisse du dollar, eh bien toi tu ne bouges pas. Donc tu as pris un contrat d'assurance. Donc c'est ça les produits dérivés. Alors, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il s'est créé une économie du risque, puisque les monnaies sont plus contrôlées, les flux de capitaux sont plus contrôlés, etc. Donc c'est une économie où on entretient le risque, de façon à créer par-dessus ce système, un système de contrat d'assurance qui permet de couvrir les risques. Mais la différence avec les risques de type accident de voiture, c'est que les accidents de voiture, c'est tout à fait prévisible, parce que c'est la loi des grands nombres qui joue. Tandis que les risques qui sont sur les marchés financiers, ce sont des risques qui sont ce sont des épiphénomènes qui sont rares, que tu ne peux pas quantifier statistiquement. Donc ce sont des risques absolus que tu ne peux absolument pas prévoir. Donc en fait, ces contrats d'assurance qui coiffent l'économie normale créent une deuxième couche qui est encore plus risquée. Donc ce qui se passe, c'est que parfois, les gens se couvrent pour couvrir les contrats d'assurance. Tu vois jusqu'où ça peut aller. Donc finalement, tu crées une pyramide de risques. Et effectivement, tu crées et puis des gens spéculent là-dessus. Donc tu crées une économie qui est purement spéculative en entretenant le risque. L'une des caractéristiques du capitalisme contemporain, c'est que c'est une économie où le risque financier est systématiquement entretenu et systématiquement marchandisé. Ok? Voilà. Est-ce que tu peux donner une idée à peu près de la valeur de la bulle? C'est créé comme ça en marché dérivé, en produits dérivés. Et des dangers que ça fait peser? Je sais que c'est un petit peu plus que les marchés normaux, mais je ne peux pas te dire combien. Okay. Mais c'est un petit peu plus que les marchés normaux. Et c'est des marchés qui n'existaient pas. Donc les marchés normaux peuvent fonctionner sans marché dérivé. Et est-ce que tu peux expliquer un peu les dangers que ça fait peser sur l'économie en général? Et par exemple les dangers, il y a un fonds qui s'appelait LTCM, Long Term Management. Capital Management. Voilà, ok. Ce fonds, c'était un fonds de produits dérivés qui couvrait donc, et il spéculait sur les produits dérivés. Donc il spéculait notamment sur les contrats d'assurance, sur les obligations. C'est-à-dire que ce gars-là, qui s'appelait Merriweather, il spéculait sur les gens qui s'assuraient sur les obligations américaines, la valeur des taux d'intérêt des obligations américaines. Et qu'est-ce qu'il faisait sur les gens qui s'assuraient sur les obligations, sur les emprunts russes, par exemple. Bon. Donc il spéculait là-dessus, ces gars-là. Voilà typiquement un gars qui spéculait sur des marchés dérivés. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Ce mec prend un bouillon incroyable à cause des obligations russes. Il s'est trompé. Il croyait que ça allait monter, ça baisse. Merde. Donc il est en faillite. On ne sait pas de combien il est en faillite. On suppose que c'est astronomique. On imagine que c'est quelque chose de plus de 1000 milliards de dollars. C'est tellement gros qu'on pense que si vraiment il fait faillite, ce mec, ça va entraîner le reste de l'économie avec. Donc on est obligé de le couvrir. Et encore une fois, c'est Greenspan qui réunit un consortium de banques privées, c'est vrai, qui couvre ce type-là. Donc banque privée, ça veut dire c'est toi et moi quand même, qui derrière sommes obligés, parce que c'est des coûts pour la banque. Couvrons ce type-là. Voilà, donc le risque énorme, quoi. Ça donne une idée aussi. LTCM, c'est magnifique comme histoire parce que c'est une idée de l'opacité de l'économie. Le problème de Greenspan, c'est pas de couvrir LTCM, c'est qu'il sait pas de combien ils sont plombés. Donc il peut pas prendre le risque de ne pas les couvrir. Peut-être que s'il avait su de combien ils étaient plombés, exactement, il aurait pu dire, bon, tapis, bien fait pour leur gueule, hein, ils vont se casser la gueule, ils n'ont pas volé. Mais il peut pas prendre le risque. Il pense que c'est tellement gros, les sommes sur lesquelles ils sont engagés, qu'il se dit, bon, on est obligé de couvrir, quoi. On parlait d'opacité tout à l'heure. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment
était caché comme ça dans leur bilan. Les banques, on va prendre le cas de la France, les banques sont contrôlées par une police des banques qui s'appelle la commission de contrôle des banques. C'est-à-dire que normalement, ces gens-là sont chargés de regarder les bilans des banques et de voir s'ils sont prudents, s'ils ne prêtent pas trop à la Corée du Sud, pays émergents, aux Russes, etc., s'ils ne font pas n'importe quoi, s'ils sont fiables, s'ils prêtent à des personnes qui vont rembourser. Bien. Autrefois, la quasi-totalité des opérations des banques, c'est-à-dire jusqu'à les années 70, étaient suivies. Parce que toutes ces opérations passaient via la Banque centrale française, qui donc avait une trace. Bon. Maintenant, le problème, c'est que les banques font des transactions de gré à gré. Donc elles ont sorti à peu près la moitié, un peu plus de la moitié de leur chiffre d'affaires, si tu veux. C'est du chiffre d'affaires de gré à gré qui est en dehors du contrôle du marché. C'est un petit peu comme s'il y avait le marché normal, hein, et puis à côté un marché noir. Tu as un épicier où effectivement il y a les prix qui sont affichés, on sait ce qui se passe, que tu achètes, on compte la caisse à la fin, et puis à côté tu as du marché noir, tu ne sais pas ce qui se passe. Bon. Et la Banque de France dit dans ses bilans, elle dit, lorsqu'elle contrôle les bilans des banques, elle dit, il y a à peu près la moitié des transactions que les banques font hors bilan, c'est-à-dire hors dehors de tout contrôle d'une autorité supérieure. Que ce soit un trésor public, que ce soit une banque centrale, etc. Voilà. Alors ces activités hors bilan font que les États ne sont plus rien. Tu comprends? Tu as à peu près, je ne sais pas, mais il doit y avoir minimum 500 milliards de dollars qui circulent tous les jours dans des fonds offshore, des trucs comme ça. Bon, il est évident que si une banque est emmerdée par un État, elle s'en fiche. Elle va tout de suite s'approvisionner avec une de ses correspondantes étrangères, une banque multinationale comme elle, sur un fonds offshore ou ailleurs. Donc elle n'a plus de problème l'argent est libre maintenant, hors de tout contrôle de l'autorité publique. Alors le hors-bilan, c'est l'un des problèmes les plus graves qui soient, parce qu'il est évident que si on veut contrôler l'économie, il faut d'abord contrôler l'argent. Est-ce que tu es fatigué? Ouais, c'est vrai, je commence à te crever là. Ouais, Bayard jour, quel mec celui-là aussi. Alors. Tu as hâte de l'interviewer. Quel type. Ah, tu lui donneras vraiment le bonjour de la part. Qu'est-ce que j'aime ce type. Alors, 28 heures. Ça roule? Alors, c'est ça. Si on pouvait parler un peu des fonds de pension. Alors, les fonds de pension, c'est vraiment la plus belle escroquerie qui a été mise en place depuis l'histoire du profit qui crée des emplois. Bon, le profit qui crée des emplois, on a compris que c'était le chômage qui crée du profit. Je crois qu'à peu près tout le monde a compris ça. Mais l'histoire des fonds de pension, c'est assez fabuleux. Surtout dans un pays comme la France. Parce qu'on dit, vous n'aurez pas de retraite. Bon, premier truc, c'est faux. Deuxième truc, on dit, les entreprises françaises n'ont pas assez d'argent. Donc il faut que le salarié aille vaillamment aider son capitaliste, sinon il n'a pas assez de monnaie. C'est absolument faux. Les entreprises françaises regorgent d'argent, d'ailleurs elles exportent à l'étranger leur argent, donc elles n'arrivent pas à placer tout l'argent qu'elles ont en France, donc elles le mettent à l'étranger, aux États-Unis notamment. Ensuite on dit, restons français, si on veut que les entreprises françaises appartiennent aux Français, la France aux Français, il faut que le travailleur, il mouille un peu sa chemise et il vienne aider le capitaliste, etc. Ça c'est une entourloupe, une méga entourloupe, parce que bien entendu, il est bien évident que les fonds de pension franchouillards, les camemberts, eh bien, ils vont chercher l'endroit où il y a le plus de profit comme les autres. Ils ne vont pas faire du 5% en France pour faire plaisir aux Français. Ils iront chercher du 10% ou du 15% aux États-Unis ou ailleurs, si ça existe à côté. Et ils auront bien raison. Donc ça, c'est vraiment... Alors, quatrièmement, on dit, c'est la faute à la veuve écossaise. Vous, Français, vous êtes en train de payer les retraites des veuves écossaises ou des cheminots de Californie ou des instituteurs de l'Iowa. Bon, ça, c'est une escroquerie morale monumentale. C'est un vrai scandale, ça. C'est vraiment un vrai scandale de laisser croire qu'en gros, c'est vraiment du Le Pen, ça, quoi. C'est vraiment le mec qui dit, c'est l'immigré qui te prend ton boulot. Là, c'est la veuve écossaise, camarade, qui te bouffe ton pain. Hein. Ça, c'est immonde, ce genre d'argument.
Alors j'en reviens au premier argument qui est de dire tu n'auras pas de retraite. Bon, je crois que là aussi le débat est clos, quoi. Même les libéraux ont reconnu qu'ils s'étaient foutus de la gueule du monde. Quand on lit les derniers rapports, quand on lit bien le rapport Chartin en France, quand on lit le dernier rapport qui a été fait sur les fonds de pension, on voit bien que l'histoire des retraites, c'est pas vrai. Parce que, en gros, l'idée, c'est de dire, bon, il y aura plus d'actifs par rapport aux inactifs, donc qu'est-ce que je vais faire? Moins actif, je vais mettre de côté de l'argent, comme ça, quand je serai vieux, eh bien, je pourrai utiliser cet argent. Sauf que cet argent, si je le fous dans une bouteille, il ne va pas fonctionner. Donc il faudra bien qu'il y ait un crétin qui le fasse marcher, cet argent, si je veux bien toucher ma retraite. Ça, on ne le dit jamais, ça. Donc finalement, il faut toujours des actifs, même dans un système de fonds de pension. Il faut quand même qu'il y ait des actifs qui fassent tourner le pognon. C'est comme ça, le capitalisme. Pour l'instant, quand j'ai foutu 100 balles, un billet de 100 balles dans une bouteille, si je mets la bouteille dans un coin, eh bien je sors le billet de 100 balles, il vaut toujours 100 balles. Ça ne va pas bouger. Donc, si j'ai des emprunts russes, ils ont servi à rien. Je vais être étonné quand même de ce qu'ils ont servi à rien. Donc, le capital, il faut quand même qu'il y ait des actifs, il faut quand même qu'il y ait du boulot, il faut quand même qu'il y ait l'activité, de l'intelligence, de la culture, etc., qui fassent tourner le capital. Donc, les fonds de pension, foutaise, c'est de se foutre de la gueule du monde. C'est dire, c'est vraiment les gens qui voient que très bien que la sécurité sociale, c'est géré par le public, etc. Bon, mais on aimerait bien les récupérer, quoi. Hein. C'est quand même dommage, tout ce pognon, que ça reste... pourquoi pas ça passerait dans les mains privées. Alors c'est pour ça que les Américains n'ont pas de retraite par rapport aux Français. C'est pour ça que le système médical américain n'est pas très très brillant et le système médical anglais est lamentable. Hein, lamentable. C'est pour ça que les trains anglais déraillent, etc. Bon. Donc les fonds de pension, c'est dire aussi aux gens, attention, attention. Hein, attention aux étrangers. C'est une forme de racisme. Faites-vous exploiter par le Français. Parce que le Français, c'est bien connu. Il est beaucoup plus sympa quand il exploite que le Japonais ou l'Américain. Hein, bon, mais ça, ils n'ont jamais été dans des entreprises comme Michelin, les gens qui disent ça, ou des entreprises comme Peugeot, qui sont vraiment des bagnes. Hein, il n'y a pas d'autre terme. Bon, qu'est-ce que c'est les fonds de pension? C'est tout ce système qui laisse croire aussi que tout à coup les retraités américains seraient très riches. Pas du tout. C'est les banques d'affaires qui profitent de ce pognon. Les fonds de pension, les salariés américains, ils abondent aux fonds de pension. Ces fonds de pension, les fonds de pension, le fric, il n'est pas géré directement par les fonds de pension, il est géré par ce qu'on appelle des gestionnaires de fonds. Les gestionnaires de fonds, c'est des banques d'affaires, Merrill Lynch, etc. Bon. Et ensuite, les gestionnaires de fonds, les banques d'affaires, disent aux entreprises, voilà, on veut de la rentabilité, on veut du 15% net sur le capital, démerde-toi, fais cracher à ton travail du 15% net. Moralité, qu'est-ce que je fais? Moi, salarié, je fais virer des mecs pour avoir du 15% net pour mon capital. Mais je suis con en faisant ça. Parce que si je vire des mecs, qui va me payer? Qui va faire tourner mon capital? Etc. Alors, ces 15% net, je les ai parce que je fais pression sur le travail. Au passage, la banque d'affaires, elle prend 5%, le fonds de pension prend 5%, et moi, petit salarié, il me reste 5%. En moyenne, les fonds de pension américains font moins bien que la bourse américaine. C'est pas vraiment rentable, le fonds de pension. Donc, si on prend tout, du début à la fin, sur les fonds de pension, il y a tout faux. C'est scandaleux, l'histoire des fonds de pension. Et à qui ça profite? Aux compagnies d'assurance, BBA en France. Alors ce compte enfin, pardonne-moi, je suis un peu fatigué, mais donc je modère moins mes propos. Mais ça regarde quelqu'un comme BBA, hein, bon, tout à coup, il enlève le masque. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des handicapés, ça commence à lui coûter cher, les handicapés. Qu'est-ce qu'il fait? Il double les primes. Comme ça. Et puis on lui dit, mais c'est dégueulasse. Il y a des gens qui ont pris des assurances vie parce qu'ils avaient des enfants handicapés, ils ne peuvent plus payer. Ah, et c'est pas mon problème, la solidarité, moi. Mon problème, moi, c'est de faire des bénéfices. La solidarité, je laisse aux autres, la solidarité. Donc qu'est-ce qu'il veut, ce mec? Il veut qu'on lui file la sécu, mais il ne veut pas assurer la solidarité. C'est ça. Donc voilà, l'histoire des fonds de pension. Ah, c'est magnifique. Mais c'est vrai qu'entre le pétrolier Total et l'histoire d'AXA, qui ne veut pas payer, qui ne veut pas financer des contrats d'assurance vie pour les parents d'enfants handicapés, là, quand même, ils se sont bien plantés. Là, ils ont reculé de 20 ans. Ils étaient près de... ça y était presque. Ils avaient presque, la Sécu. On allait leur faire passer. Mais là, ils ont commis une faute. Gravissime. Et les socialistes leur ont filé, vous croyez? Non. Il faut attendre 20 ans, quoi. Dans la génération prochaine. En parlant de privatisation, est-ce que vous pouvez... Alors ça aussi, alors pourquoi le CAC 40 est possédé par les étrangers, etc. La bourse française est possédée par les étrangers. Pourquoi?
parce qu'on a privatisé les entreprises publiques. Chut, fais ce que tu sais. On a privé les entreprises publiques bon, dans un pays où l'épargne est déjà accaparée par des contrats d'assurance vie, donc ne peut pas se placer tout à coup vers des privatisés, évidemment qui achètent les étrangers. Cela dit, les chiffres sont truqués, sont faux. Des crétins de socialistes comme l'espèce de sénateur Weber de je sais pas quoi, là, sénateur socialiste, dit ah là, 50% du CAC 40. C'est pas vrai, parce qu'on regarde les vrais chiffres de la possession du capital des entreprises françaises par les étrangers, on trouve 25% comme ailleurs. C'est quand même pas dramatique. Et puis bon, se faire exploiter par un Chinois, un Japonais ou un Martien ou un Français qui pue des pieds, c'est la même chose. Hein. Franchement, c'est la même chose. C'est toujours de l'exploitation. Justement, est-ce qu'on pourrait parler un peu de la financiarisation de l'économie qui a bouffé tout frais par rapport au travail? Ben ça, c'est un truc... non, c'est compliqué. Parce que non, c'est un système de partage. L'économie, c'est pas compliqué. Il y a un gâteau, c'est qui tient le couteau, hein, celui qui a le couteau à la main, et qui définit les parts. Bon. Alors, la financiarisation, c'est de donner le couteau qui était dans une main, le donner à une autre main. OK? Alors, effectivement, la financiarisation, ça veut dire que c'est les rentiers, en gros, c'est-à-dire les créditeurs dans une économie, qui fabriquent l'argent, les gens qui fabriquent l'argent, les gens qui font circuler l'argent, les gens qui prêtent aux autres, les gens qui ont épargné, les gens qui ont accumulé, les gens qui sont déjà les propriétaires du capital, c'est eux qui tiennent le couteau. Donc c'est eux, effectivement, la financiarisation, ils vont décider, quand ils coupent le gâteau, chaque fois qu'ils vont couper le gâteau, ils vont décider de couper des parts de plus en plus petites pour les autres. C'est humain. Bon Dieu, c'est humain. C'est ça le capitalisme, c'est pas la démocratie. C'est celui qui tient le couteau, et puis voilà. Et les autres le regardent. Alors si les autres sont puissants, ils peuvent dire, bon, coupe pas trop, essaie de nous en donner un petit peu. Mais s'ils peuvent pas, eh bien, ils se laissent faire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc la financiarisation de l'économie a donné le couteau du côté du capital financier pour couper le gâteau, et la faiblesse du travail lié au chômage a permis à ces gens-là de couper le gâteau comme ils voulaient. C'est ça? Pas plus compliqué. Hein. Schweitzer, cette âne-là, qui est fier d'annoncer de 15% de rentabilité parce qu'il dégraisse, parce qu'il ferme une entreprise à Villevort, etc. Quelle fierté y a-t-il à faire ça? Quelle fierté y a-t-il à faire ça? Quelle fierté? Une dernière pour la route, la dernière, ouais. Quelle heure il est? Oh non, ouais. On peut s'arrêter? Ok. Ouais, parce que moi, il faut que j'y aille. C'est bon là, t'as ton beurre? Le pain et le beurre. T'as le pain et le beurre?